Retour sur ce plateau. Ils me font sourire déjà avec les thèmes à débattre sur ce plateau. Bonjour Marc Goudiano. Oui, bonjour Carole Olaye, bonjour à tous nos amis téléspectateurs et internautes de Matin d'Eden. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors Henri, ravi de te retrouver au cours de cette semaine. Je suis à côté, je suis toujours dans l'équipe de réalisation, donc... je ne vous ai pas eu la semaine passée. C'est pour ça que je dis, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Me dites aux téléspectateurs que je suis toujours dans l'équipe. Vous êtes toujours dans l'équipe, ce qui justifie votre présence ce matin. J'étais pas sur le plateau. Voilà, bienvenue. Je travaille dans l'ombre. Vous étiez dans l'ombre. Bonjour Carole, bonjour Henri. Marc, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors c'est parti, nous démarrons avec quel sujet? La réponse du porte-parole du gouvernement au propos du président, de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Rongbedji. Marc Goudiano. Oui, bien sûr. Beaucoup se demandaient est-ce que le gouvernement allait réagir au propos du patriarche Adrien Rongbedji, puisque on sait qu'il fait partie en tout cas des proches du pouvoir et donc c'est quand même ça allait soulever beaucoup de polémiques, sa réaction, et donc c'était nécessaire que les uns et les autres s'attendaient à ce que le porte-parole du gouvernement ou bien que le gouvernement puisse se prononcer sur la question. Et les journalistes n'ont pas raté le porte-parole lors de sa séance. Et donc, il a été très clair. Il faut dire que Adrien Rongbedji fait partie de ceux qui avaient à un moment donné, bien sûr, vu que les choses n'allaient pas dans le pays par rapport à un certain nombre de problèmes et qu'il faille quand même régler, puisqu'il avait déjà dit dans ses propos par le passé que Patrice Talon a hérité d'un pays qui était fragilisé et tous les adjectifs qu'il a alignés, en tout cas en ce qui concerne l'état de la nation. Et donc, il faisait partie des premiers acteurs à pouvoir voir que les choses n'allaient pas et qu'il fallait des réformes pour pouvoir quand même changer un certain nombre de choses. Et donc, si aujourd'hui, il trouve que il y a quelques difficultés au sein de ces réformes, c'est d'autant plus normal, c'est un humain, parce que n'oublions pas, hein, c'est d'autant plus important de pouvoir participer aux réformes et d'être même des acteurs clés des réformes. Mais à un moment donné, c'est que les réformes ne vous oublient pas non plus. On a vu à un moment donné où les députés votaient un certain nombre de lois qui, à un moment donné, ils étaient confrontés à la vraie réalité. Donc, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, où le patriarche Adrien Rongbedji, qui était un acteur d'un certain nombre de réformes, et même en tant que président de l'Assemblée nationale, ancien président de l'Assemblée nationale, il y a certaines réformes qui ont pris par lui et qu'il a validées en son temps également. Et il y a également d'autres réformes qui ont continué après lui, des réformes auxquelles il a adhéré en temps. Et donc, si aujourd'hui il se trouve dans cette difficulté, je pense que bon, c'est l'être humain qui est comme ça. À un moment donné, les réformes, ça fâche. À des moments donnés, ça touche des proches. Ça peut toucher même des proches du pouvoir en place. Et donc, on comprend sa réaction. C'est humain. Mais il faut qu'il comprenne en réalité que lorsque vous participez aux choses et vous estimez que les choses doivent changer à un moment donné et que les choses changent, même si à un moment donné c'est en votre désavantage ou c'est en désavantage de certains proches à vous, et donc vous ne pourrez que l'accepter ainsi. C'est la loi et tout le monde subit la rigueur de la loi. Henri? Ben non, écoutez, moi depuis le 2 février que Rongbedji est sorti et qu'il y a eu cette polémique, je n'ai pas eu donc ce courage-là de critiquer Rongbedji. Parce que je me dis que seuls les imbéciles ne changent pas. Et quand vous analysez un peu les propos de Rongbedji, vous comprendrez que ce qu'il a dénoncé là, il a raison de le faire. Il parle donc de l'exclusion. Et quand il parle de l'exclusion, à son humble avis, c'est qu'il y a eu exclusion, que tout le monde ne participe pas aux réformes, au débat politique, quand on parle d'exclusion. Et à ce niveau-là, Rongbedji peut-être se dit que
à un moment donné, on l'a exclu du jeu. On se dit qu'il a fait son temps, donc il est éloigné du jeu. Mais ce n'est pas lui seul. Il y a eu d'autres, d'autres ouais. têtes pensantes comme Bruno Amoussou, comme oui. Kola Wole, Vous savez, même dans votre propre famille, quand vous êtes considéré à un moment donné et que vous êtes consulté sur des sujets donnés et qu'à un moment donné, on vous consulte plus, ça fait mal. On se dit, ben, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, Mbedi se réveille matin, trouve que, attention, il n'est plus consulté sur des sujets qui sont politiques, qui tiennent compte de l'avenir du pays. Et donc, il a raison de le faire. Et l'autre chose, quand vous écoutez, mais ces propos, il a dit quelque part, la victime, ce n'est pas mon ami. Et vous savez pourquoi il n'est pas mon ami. Pour ceux qui sont les anciens PLDistes, savent pourquoi il a dit ça. Et donc, pour moi, il faut comprendre que Mbedi est en droit de faire ce qu'il a fait là. C'est son droit. On ne peut pas le lui donc interdire. Et quand vous écoutez un peu les propos du porte-parole du gouvernement, il a dit oui, ça montre que même au sein de la mouvance présidentielle, l'expression libre, la liberté d'expression est remarquée. Parce qu'il fait partie donc de la mouvance présidentielle et il a cette facilité-là de critiquer ce qui se fait là. Et pour moi, vous comprenez que Mbedi est au soir de sa vie. Et donc, il n'a plus peur de dire certaines choses. Et ceux qui remontent un peu dans le temps et parlent de Mbedi, ancien Mbedi, il dit non, Mbedi, avec son âge aujourd'hui, il peut appeler son frère, son jeune frère, Patrice Talon, pour dire, écoute, ça là, je souhaiterais que tu le fasses de telle manière. Mais justement, s'il peut appeler son jeune frère et discuter avec lui, il n'aurait pas dû faire cette sortie. C'est ce que les gens se disent pour la plupart. Oui. Disent pour la plupart. Comprenez que quand vous êtes dans une cérémonie, encore que aujourd'hui, encore que le 2 février, ils étaient dans une cérémonie de présentation de vœux, donc ce qui sort du cœur. Et donc, il a eu cette aimabilité-là de dire la vérité. C'est sa vérité à lui. Et donc, il a trouvé le moment sur la lettre pour le dire. Oui, appeler Patrice Talon, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'il a appelé Patrice Talon plusieurs fois pour lui dire, écoute, je pense qu'il faut faire de cette manière. Et le président Patrice Talon pourrait dire, écoutez, bon, moi je pense qu'il faut faire de cette manière-là. Mais de toute façon, on me dit, on ne doit pas le critiquer, on doit observer, on doit analyser les propos de ce parti-là dans son contexte, ramener les propos de ce parti-là dans son contexte pour voir est-ce que, véritablement, ce qu'il dit là, est-ce que ça tient la route. Je prends l'exemple de Bokor Olivier. Oui, dans ce coup-là, tout le monde, vous prenez un simple citoyen dit attention, lui, Bokor Olivier ne peut pas faire ça à Patrice Talon parce qu'il fait partie de ceux-là qui ont amené Patrice Talon au pouvoir. Mais les faits ont été prouvés. Les faits ont été prouvés. Et donc, c'est difficile pour les gens d'accepter que Bokor Olivier fasse partie de cette équipe-là qui travaille contre Patrice Talon. Donc, pour moi, on ne doit pas critiquer Mbedi, on doit plutôt saluer comme l'a fait, saluer sa sortie comme l'a fait le porte-parole du gouvernement. Voilà. Alors, Matin Libre, titre Mbedi critiqué, Bokor en prison, Adambi out. La mouvance présidentielle fragilisée. Est-ce que vous êtes d'avis, Marc Koudjanou? Bien sûr, parce que vous savez, lorsqu'on prend le patriarche Mbedi, par exemple, on constate qu'il a eu des propos un peu critiques par rapport à ce qui se fait par le pouvoir en place. On a vu Bokor qui est le bras droit du chef de l'État, qui se retrouvait en position d'incarcération aujourd'hui face à l'atteinte à la sûreté de l'État. On a vu l'ancien ministre Adambi, qui a été jeté du gouvernement et suspendu par son parti. Et on a eu également, il y a Romeki qui n'a pas été cité là, il y a Romeki également qui est un ancien ministre du gouvernement, un très proche également du chef de l'État, qui aujourd'hui se retrouve dans les mains de la justice. C'est pour dire qu'en réalité, tous ces noms qu'on vient de citer en réalité, ce sont des... C'est la preuve que ce n'est
pas que l'opposition, les membres de l'opposition qui sont pourchassés comme l'opinion, le prétend. Le prétend. Oui, c'est vrai, parce que la question que le journal souligne, ou le sujet que le journal souligne, il dit la mouvance présidentielle est fragilisée. C'est ça. Et lorsque vous prenez ces personnalités, par exemple, ce n'est pas des moindres. Lorsqu'on prend le président Humbedi, par exemple, on sait combien de fois il peut peser dans la balance dans une certaine région, par exemple. Lorsque vous prenez le bras droit, l'ancien bras droit du chef de l'État, Olivier Mais justement, Bokor, par exemple, en parlant de Humbedi, c'est le peuple qui le critique. C'est certains hommes politiques qui le critiquent. Le porte-parole est sorti. Il n'en a pas fait un grand débat comme l'ont fait plusieurs hommes politiques qui ont décrié, qui ont rejeté la pierre à Adrien Humbedi. Oui. Donc, j'estime que le problème ne se pose même pas aujourd'hui. Quand on écoute le porte-parole du gouvernement parler. Oui, en réalité, bon, apparemment, bon, on ne se comprend pas. Parce que la question la plus importante et la plus évidente, c'est la fragilisation de la mouvance présidentielle. Oui. Et non justement, la polémique liée, il n'y a pas de polémique, question. Et si on estime cette sortie d'Adrien Humbedi comme une liberté d'expression au sein même du parti politique de la mouvance présidentielle, j'estime qu'il n'y a pas de problème a priori. Non, vous ne pourrez pas dire qu'il n'y a pas de problème a priori. Pourquoi? Le patriarche Humbedi a exprimé son opinion, d'accord, par rapport à certaines craintes, d'accord, qui ne dérangent pas, par rapport à certaines craintes qui le dérangent, lui. Qui le dérange, mais qui ne dérange pas celui qui reçoit ses critiques. Peu importe. Mais ceux dont on parle en réalité, ce sont les acteurs de la mouvance présidentielle que sont Humbedi, que sont Bokor, que sont Adambi, que sont Homeki. C'est de ces leaders-là qu'on parle. Et ces leaders, aujourd'hui, il y en a qui sont en difficulté avec la justice. Il y a, par exemple, le président Humbedi qui a un avis un peu critique par rapport à certaines actions du pouvoir en place. Il y a Adambi qui a eu des ambitions présidentielles, si on peut le dire ainsi, qui a été limité dans ses élans parce que n'ayant pas pris la bénédiction de son parti, je ne vais pas dire du chef forcément, de son parti. On a eu Homeki qui est également en difficulté avec la justice aujourd'hui. Et donc, vous prenez ces leaders-là de la mouvance présidentielle, c'est-à-dire, je me laisse même de côté le cas Humbedi qui est le cas le plus récent, mais lorsque vous prenez les autres, aujourd'hui, on sait que Bokor a été un grand acteur de la mouvance présidentielle. Beaucoup de ministres, de députés, de maires aujourd'hui doivent leur poste à Bokor. Et donc, dans ce cas de figure, ça veut dire que c'est quelqu'un... les preuves de cette affirmation. Ça veut dire que c'est quelqu'un, tout le monde le sait. Ça veut dire que c'est quelqu'un, on dit que c'est le bras droit du chef de l'État. Ça veut dire que la plupart des grandes décisions qui sont issues, par exemple, du chef de l'État, parfois ces décisions prennent par lui. Et tout le monde, il n'y a pas ce Béninois qui puisse dire aujourd'hui que Bokor n'est pas très très proche du chef de l'État. Et donc, il n'y a pas d'intermédiaire entre le chef de l'État et Olivier Bokor. C'est-à-dire, il se parle bec-bec comme ça. Et donc, du coup, il est alors un être très central dans le pouvoir public et également dans la mouvance présidentielle. Et donc, lorsque vous voyez quelqu'un comme ça qui se met aujourd'hui en difficulté avec la justice et qui n'est plus en accord avec son ami, alors que celui-là a forcément des amis, des proches, qui sont aujourd'hui, forcément, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de certaines mairies, par exemple, ça veut dire qu'il y a un petit problème qui se pose. Le problème qui se pose est que, est-ce que la mouvance présidentielle n'est pas fragilisée? Oui. Parce que la plupart de ces gens qui ont un amour, en réalité, poussé pour l'homme, ou bien qui doivent leur place à celui-là, par exemple, est-ce qu'il n'y aura pas des ressentis et lors des échéances électorales, même si aujourd'hui la plupart d'eux n'ont pas ce courage de pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux. Ils n'ont pas ce courage. Mais néanmoins, dans leur plus profond, d'accord, ils savent qu'il y en a qui seront forcément fâchés. Il y en a qui ne vont plus bénéficier, par exemple, des grâces d'Olivier Bokor. D'accord.
tous ceux dont ils bénéficiaient peut-être chaque mois ou bien peut-être par moment, ils n'auront plus cette opportunité-là. Et donc, à un moment donné, ils vont sentir qu'en réalité, comment on va dire, leur bienfaiteur est en quelque sorte a des problèmes en quelque sorte avec la justice et donc il ne pourra pas. Lorsque vous prenez Oswald Komeki, par exemple, qui mobilise un certain nombre de jeunes, peut-être dans sa région là-bas et dans d'autres régions également, et donc on peut comprendre que ce sont des gens qui sont importants en réalité pour la mouvance présidentielle. Et donc, si aujourd'hui ceux-là sont en difficulté avec la justice, il y en a qui sont à Dambi, par exemple, au niveau de sa base, par exemple, et qui aujourd'hui n'est plus en sainteté avec son parti, par exemple, c'est sûr qu'à Dambi, il y a des militants, il y a des gens qui croient en lui, il y a des gens qui l'aiment. Et donc, ce sont des personnes... Il y a d'autres acteurs, il y a d'autres acteurs. Oui, mais le journal ne parle pas de ceux-là. Je ne suis pas d'accord avec Marc Okudjano, ou bien... Quand il parle donc de militants. Voilà, il y a d'autres acteurs politiques. Il n'y a plus de militants aujourd'hui. Voilà. Avec le système partisan, Max, mon cher ami Mac, peut-être que vous avez oublié, vous êtes nostalgique donc, du passé aussi. Quand on parle donc aujourd'hui, quand on prend ces acteurs-là, on ne peut plus parler donc de militants aujourd'hui, puisque le système partisan qui a été instauré là, fait en sorte que ce sont les partis donc, qui doivent avoir de militants. Il n'y a plus de fief. Donc, en fait, en réalité, vous voulez parler de fief. D'accord? Mais ces gens-là ne doivent pas avoir plus donc, de fief aujourd'hui. Et donc, pour moi, il faut... Vous imaginez? Non. Lorsque vous dites que ces gens ne peuvent pas avoir de fief, vous imaginez par exemple que vous irez dans l'OME et que vous allez dire par exemple qu'Adrien Goumbedi n'a pas de fief? Non. C'est impossible de penser comme ça. C'est presque impossible. Non. Aujourd'hui... Ces gens sont des leaders politiques. Pour Goumbedi, on peut comprendre. On peut comprendre parce que Goumbedi, vous savez, du rôle de ces années politiques, on peut comprendre. Goumbedi a une assise politique dans l'OME. On ne refuse pas avec le PRD. Voilà. D'accord? Mais quand on prend aujourd'hui Porte-Nouveau, il y a que c'est l'UPR qui a des militants, d'accord? C'est l'UPR ou bien le BR a des militants ou bien n'importe quel parti a des militants. Donc, on ne peut pas prendre du coup... Donc, vous reconnaissez quand même que les gens ont des militants, non, que les partis ont des militants. C'est pas la même chose. Les partis ont des militants. Les partis ont des militants, d'accord? Mais ces militants naissent de qui? Non, des leaders. Non, écoutez, c'est que les militants aujourd'hui n'ont plus de conviction. Quand vous avez de conviction, c'est que vous vous êtes accroché à un parti politique et donc forcément ça arrête là. Maintenant, quand vous parlez d'Adambi, oui, il peut donc ces bienfaiteurs peuvent avoir comment dire, un grincement de dents, oui, pour s'exprimer tout le reste, mais il faut reconnaître qu'Adambi aussi a fauté quelque part. Vous ne pouvez pas être dans un système et ne pas respecter les règles du système. Non, en réalité, le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Le débat est sur le fait que, est-ce qu'en réalité, ces leaders-là, leur départ ou bien leur inaction ne fragilise pas la mouvance présidentielle? Kara a trouvé la bonne réponse en disant que, en lieu et place de ces leaders-là qui sont en difficulté aujourd'hui, il y a d'autres qui sont là et qui peut-être ont plus d'assises que ces leaders qui sont en difficulté. Quand on prend, Goumbedi n'est pas en difficulté. Au-delà de ça, il partage l'idéologie d'un parti. D'un parti politique. Donc, normalement, il y a plus de quand vous partagez une idéologie, j'estime que ce n'est pas la personne ou le leader qui vous a amené peut-être vers ce parti qui compte, mais parce que vous partagez les convictions de ces partis politiques. Vous parlez d'idéologie. Ok, je vous demande, l'UPR a quelle idéologie? Dites-moi. Le BR a quelle idéologie? Oui, dites-moi en réalité, parce que vous parlez d'idéologie. Oui, en réalité, les militants, on sait que dans notre Bénin, en réalité, la plupart des militants ne suivent pas des idéologies. Ils suivent des hommes. Ne nous leurrons pas à la réalité. Lorsque vous allez, par exemple, dans le Nord, par exemple, vous savez qu'il y a un certain nombre de leaders politiques aujourd'hui qui sont incontournables dans le Nord. Vous allez à Parakou, on sait que ceux qui sont les leaders politiques à Parakou. Mais ces leaders politiques... Et donc, ces leaders politiques appartiennent à un parti aujourd'hui. Et avec les réformes, j'estime que... C'est comme si, à vous entendre, mes chers amis, c'est comme si à vous entendre, c'est comme si le parti, d'accord, peut exister sans ces leaders-là. Le parti n'existe pas sans les leaders politiques. Non. Justement, on se comprend pas. Les partis n'existent pas sans les leaders politiques. Et les leaders politiques existent par les militants également. Je prends le PRD et l'UPR aujourd'hui. Le PRD est dans l'Union progressiste. Donc, le renouveau, oui. D'accord. Tous les actifs donc, de l'UPR, de PRD sont désormais pour l'UP. D'accord. Demain, vous n'allez plus dire que non, les gens vont se présenter comme militants et PRD. C'est fini avec ça. Non, ils ne peuvent plus se présenter comme militants. C'est fini avec ça. Donc, désormais, tout ce qui est actif au niveau, donc, pour les leaders, tous ces actifs-là sont reversés au niveau des formations politiques. Et forcément, ces formations politiques-là prennent en compte ces militants-là.
D'accord. Ce que vous dites là, oui, les leaders politiques, parce qu'ils ont peut-être envoyé des sacs de riz à des militants, les gens, oui, ils sont redevables donc à ces leaders politiques. On comprend. Mais quand il s'agit de formation politique, aucun militant ne peut dire, oui, je milite pour Atambé, je milite pour Mbedi, je milite pour Bokor. Non, mais plutôt, je suis militant de tel parti politique. Et ça finit à ce niveau-là. Mais la question qui est essentielle et que vous perdez de vue généralement, c'est quoi? Un parti politique est fait d'un certain nombre de personnes, d'accord? Qui aujourd'hui, lorsqu'on prend l'UPR, on sait que c'est Diogbenou qui est à la tête de l'UPR. Et mis à part Diogbenou, il y a d'autres cadres qui sont des leaders. Attendez, qui sont des leaders au sein de ces partis. Mais la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que le départ ou en tout cas, les problèmes que ces gens-là ont ne va pas fragiliser la mouvance présidentielle. Je vous dis, même si un seul leader politique s'en va d'un parti, ça va fragiliser, il n'y a rien à dire. Même si le niveau ne peut pas être quantifié d'une façon ou d'une autre, on sait que forcément, il y aura des problèmes dans certaines régions, c'est sûr et net. Est-ce qu'on parle de fragilisation d'un parti politique? Il y a la question à ce niveau-là. 3 personnalités ne peuvent pas être en difficulté. Et puis on va dire, non, c'est fini. Pour là, un on ne parle parti pas de 3 personnalités. On parle, ici, je parle juste là, par exemple, en critiquant, par exemple, on ne connaît pas la position d'Adrien Mbedi dans les jours qui vont suivre. Non, on ne sait pas. C'est pas un souci. On ne connaît pas. C'est pas un souci. Ceux qui étaient... Mbedi ne peut plus sortir de l'UPR. Il ne peut plus sortir de l'UPR. Laissons le cas Mbedi. Prenons le cas du bras droit du chef de l'État, Olivier Bokor. Non, Olivier Bokor, oui, vous l'avez dit. Vous savez combien d'hommes politiques il a eu à faire dans ce pays? Je ne refuse pas. Mais à ce moment précis, tous ces hommes-là, tous ces hommes qui étaient positionnés par Olivier Bokor, savent qu'il a été reconnu coupable. Est-ce qu'il y en aura pas qui sont fâchés? Ceux qui ne pas. Non, qu'il y en aura pas qui sont fâchés. Contre qui? Fâchés contre la formation politique, ou bien le chef de l'État, ou bien qui? Fâchés peut-être contre Olivier Bokor, parce qu'ils ne peuvent jamais imaginer que Olivier Bokor doit se mettre dans ce coup-là pour son ami. Donc, normalement, en prenant position, il doit dire non, mon ami a mal fait. Si on est dans une logique donnée, on va dire mon ami a mal fait. Oui, il m'a positionné, mais il ne peut pas se mettre dans un coup contre le chef de l'État. Donc, chacun reconnaît qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. L'autre chose, c'est que Adambi a fait savoir précocement ses intentions de briguer la magistrature suprême. À qui? Écoutez, il y a le communiqué de oui, non, il a fait savoir, c'est pour vous amener. Adambi l'a fait manifester à qui ses intentions. Et quelles sont les raisons qui étaient évoquées pour le faire sortir? Oui, je n'en disconviens pas. Parce qu'on l'a reconnu comme ça, donc on l'a reconnu. Ça veut dire qu'il a manifesté ses intentions envers qui et avec qui il en a discuté pour que le parti soit informé. Il a formé des cellules pour le soutien. Merci, ces cellules-là sont formées par qui? Pas Adambi. Attendez, non, ces cellules sont regorgées de qui? Des militants. Des militants. D'accord? Oui. Des militants. Adambi irait aux élections. Et donc, je vous dis, tout ce dont on doit, ce sur quoi on doit s'accorder, c'est que même avant des cas qu'on a cités, il y a au sein de ces partis, de ces grands ensembles, que ce soit au niveau de l'UPR et au niveau du BR, des guerres de leadership. D'accord? Oui, des guerres de leadership. Ça ne manque pas. Et on a même eu plusieurs problèmes liés à certaines régions, à certaines communes, liés à ces partis-là de la grande mouvance présidentielle. Mieux aujourd'hui maintenant, le problème auquel on est confronté, c'est qu'il y a également des leaders aujourd'hui qui ont des problèmes et qui sont au sein de ces partis. Mis à part ça, nous avons une voix critique, je dirais, en la personne du président Adrien Mbedi. Et je vous assure qu'il y a beaucoup également d'autres voix qui sont au sein de cette mouvance présidentielle, mais qui n'ont pas le courage de pouvoir parler, de pouvoir opiner, comme Maître Adrien Mbedi. Et donc, tout compte fait, ce serait mieux pour le parti de pouvoir quand même discuter avec certain nombre de leaders, de pouvoir quand même faire des séances avec ces leaders et également avec d'autres militants du parti pour pouvoir recentrer le débat. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a plusieurs questions. Attendez, il y a plusieurs sujets, il y a pas seulement sur les réformes, il y a plusieurs sujets qui fâchent. Quand on revient sur les propos de Maître Adrien Mbedi, il a été clair. Je ne parle pas que du cas d'Adrien Mbedi, j'ai cité beaucoup d'autres cas. Oui. Aujourd'hui, pour que ces partis politiques-là fonctionnent, oui, il faut que les leaders reprennent connaissance, donc bien évidemment, savent que pour faire partie d'une formation politique, il faut bien évidemment suivre la trame qui est dessinée là. Et les réformes politiques au sein des partis politiques, tous les grands leaders ont connaissance de ça.
et ne peuvent pas aujourd'hui se lever pour dire non, ça ne m'arrange pas, je sors. Si ça ne vous arrange pas, oui, ils peuvent le faire, comme l'a fait Mbedi. Mbedi a été clair. Et quand vous écoutez bien, vous avez peut-être, je ne sais pas si vous avez suivi toute l'intervention. Quand vous suivez toute l'intervention, vous allez comprendre que Mbedi a comparé deux périodes. La période avant révolution, la période après conférence nationale et la période d'aujourd'hui. D'accord? Et pour moi, Mbedi est en bon droit de le faire. Il a comparé. Et pour dire, si vous voulez, on peut transposer les choses. La période avant révolution, c'est le premier mandat du chef de l'État. Le premier mandat du chef de l'État où il demandait donc que les réformes soient soutenues, que les réformes soient faites. Et il a dit, maintenant, second mandat du chef de l'État, on peut dire c'est après la conférence, d'accord? Et là, il demande que le chef d'État soit un peu, pas strict comme pendant le premier mandat, mais un peu, comment dire, débonnaire, laisser les choses aller. Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même temps, ce n'est pas la même période. Parce que Kérékou est venu tester, lui-même l'a dit, il est venu tester la Constitution après la conférence nationale. Aujourd'hui, ce qui se fait là, il faut reconnaître que, oui, les militants sont redevables à une formation politique. Ce n'est pas parce que Mac Goudjano est leader de l'Okosa et qu'il est en difficulté avec son parti politique que les militants vont se ruer vers d'autres façons politiques. Non. Merci à vous. Nous allons poursuivre. On a vu des défections au niveau des conseillers communaux qui ont viré d'un bord à un autre. On en a vu ces cas. Si ça se passe à ce niveau, ça veut dire même au niveau des militants, il y en a qui peuvent virer. Nous allons poursuivre. Ce sont les militants qui vont voter finalement. Ce n'est pas les leaders qui votent, mais ce sont les militants qui vont voter finalement. Je suis d'accord avec vous, Madame Carole Olaye. Et parler de la nomination d'un nouveau directeur général de la police. Voilà, il a nom Kokou. Oui, Alowanou, ouais. Qui succède à Soumaïla Yaya. Ouais. Je pense que il était le directeur adjoint, je pense bien. Et donc, ce n'est qu'une continuité, selon moi. Ce n'est qu'une continuité parce que pour le moment, on ne sait pas les raisons pour lesquelles Soumaïla Yaya a été éjecté. Et donc, si c'est son adjoint qui est là actuellement, je pense que c'est de bonne guerre. Tout ce que je sais, c'est que forcément, il n'y aura pas grand changement. C'est toujours la même dynamique qui va continuer au sein de la police républicaine. Et donc, on ne peut que lui souhaiter bonne chance et que toutes les réformes, peut-être qui n'ont pas encore abouti au niveau de la police républicaine et également toutes les doléances qui sont formulées par les agents de police à divers niveaux, c'est qu'ils soient également à l'écoute et c'est quand même de pouvoir régler un certain nombre de problèmes liés au personnel de la police républicaine parce que c'est des gens qui n'expriment pas toujours leur ressenti à voix haute et qui forcément, en tout cas, ronchonnent en secret dans l'ombre et qu'il faille quand même les écouter pour recenser les problèmes qui sont liés à leur corporation, les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain et également, il revient également à ce nouveau directeur également de mettre en place un programme ou un plan d'action qui puisse montrer en réalité son savoir-faire parce qu'il faut dire que c'est un homme pétri de talent, il faut le reconnaître également, compte tenu de son parcours. Donc, dans les jours à venir, on saura en réalité quelle sera sa politique vis-à-vis de la police républicaine et qui va pouvoir améliorer les choses. La collaboration également entre les populations et la police, puisqu'il faut remarquer que également le meilleur service de renseignement également, c'est la population. C'est eux qui vont donner un certain nombre d'informations qui vont aider la population et la police. Et il ne faudrait pas que les deux camps se trouvent en opposition ou parfois la population trouve en la police un adversaire ou je ne sais quoi, alors que normalement, c'est une collaboration qui doit exister entre la population et la police républicaine. Il faut que cette confiance renaisse de nouveau et ça doit être également le chemin de bataille du nouveau chef de la police républicaine pour, en tout cas, le bien de la nation. Henri? Non, écoutez,
Non, je ne suis pas d'accord avec certains qui estiment qu'EA a fait quelque chose, on l'a sauté de son fauteuil. Non. Il faut rappeler qu'EA est donc en retraite depuis le 1er avril 2024. Et donc, vous connaissez bien le chef d'État. S'il n'a pas trouvé encore cette personne-là qui pourrait donc remplacer valablement un autre, il surfe toujours sur celui qui est là. Sur celui qui est là. Donc, Yaya a fait 40 ans de formation, il a gravi tous les échelons et c'est normal que Yaya soit remplacé après qu'il ait fini donc, ces années-là. Et donc, pour moi, Yaya n'a rien fait. Il est temps qu'il aille se reposer. Il a pris sa retraite depuis le 1er avril 2024. La décision est sortie hier 5, et donc il a passé beaucoup plus de temps. Et environ 7 ou 8 ans, 8 ans encore. Hein. Oui, donc ça a permis également au chef de l'État de remarquer qui peut assurer valablement ses fonctions de directeur général. Et celui qui est là, Mac a bien fait de sur ça, au moins je suis d'accord avec lui. Qu'il a beaucoup de choses. Sur quoi vous n'êtes pas d'accord avec moi sur la question du DGPR? Non. Je n'ai jamais dit que Yaya a fait quelque chose, je n'ai jamais dit ça. Non, je dis, il y a des manchettes qui ont... Non, il ne disait pas que c'est vous, il dit que ceux qui le disent. Comme il dit qu'il est d'accord avec moi sur les grandes réformes qui attendent le nouveau directeur général de la police républicaine. Il y a cette affaire de coproduction sécuritaire qu'il faut renforcer désormais. Parce qu'aujourd'hui, si Aloanou doit engendrer de bons résultats, il faut qu'il mise sur la coproduction sécuritaire, ce système-là, qui met au cœur même de la sécurité les populations, les citoyens. Et sur ce coup-là, je pense qu'aujourd'hui, la police républicaine travaille sérieusement, avec les citoyens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des commissaires, dès qu'ils sont nommés dans une localité, ils rendent visite aux leaders de ces localités-là, rencontrer toutes les couches sociales pour parler avec eux de comment la sécurité doit se faire. Parce qu'il a utilisé une belle expression que je vais utiliser, Marc, qui dit que le meilleur agent de renseignement, c'est la population. C'est vrai, c'est ça aussi. Parce que les bandits qui sont quelque part, les populations les connaissent. Donc, dès que la police a une bonne relation avec la population, les citoyens, je pense que tout suffira. Donc, comme on le souhaite. Et moi, on va souhaiter très belle chance au nouveau directeur général et que les réformes qui doivent être initiés qu'ils mettent au cœur de ces réformes-là l'être humain et pour qu'on ait donc une bonne sécurité dans nos localités. Nous allons aborder un autre sujet sur ce plateau. Il s'agit du vol de vivres dans les cantines scolaires au Bénin. C'est le matinal qui en parle. Le coup d'arrêt décisif de l'ANAN et de la police républicaine. Les deux structures se donnent désormais la main pour lutter contre ces crimes-là qui constituent de voler les vivres des cantines scolaires au Bénin. Marc Goudjami. Oui, je pense que c'est une bonne décision parce que, vous savez, tout à l'heure, je parlais de la collaboration entre la police et la population. Et donc, la collaboration entre l'ANAN et la police républicaine doit être de mise afin de pouvoir renforcer la sécurité au niveau de cette réforme qui apporte beaucoup de soulagement à nos populations, surtout dans certaines zones reculées ou certaines zones du Bénin où ces cantines scolaires sont d'une utilité indescriptible. Et donc, malgré ça, on constate qu'il y a des cas de vol depuis un certain moment et qu'il faille quand même réfléchir à la question pour pouvoir mieux sécuriser les cantines scolaires, pour pouvoir trouver une approche qui puisse quand même permettre, parce que même si la personne vole en même temps, c'est comme même si on l'emprisonne, ça ne règle pas le problème de la mise à disponibilité des vivres au temps adéquat pour pouvoir satisfaire ces enfants-là.
Et donc, il faudrait limiter. Le mieux, c'est de pouvoir limiter les dégâts au lieu de les laisser se produire afin de pouvoir essayer de trouver une solution. Et donc, cette collaboration, ça va permettre quand même de mettre en place un système qui va pouvoir permettre de limiter ces vols de cantines et autres. Et donc, cette collaboration entre la police républicaine et la NAN rentre également dans la première mission du nouveau directeur général de la police républicaine également, qui doit quand même aider à pouvoir régler ce problème-là. Et mis à part le vol de ces produits mis à disposition de nos cantines scolaires, c'est que je voulais revenir rapidement sur le sujet qu'on a abordé en dernière position tout à l'heure, parce qu'il y a de plus en plus des cas de vol, des cas de braquage, qui ont commencé par être récurrents depuis un certain nombre de temps. Alors que depuis un bon moment, ces choses avaient arrêté pendant un bon moment. Mais aujourd'hui, maintenant, on vient cambrioler les maisons allègrement dans des grandes villes, alors qu'on sait qu'il y a des commissariats d'arrondissement qui sont là, il y a des commissariats qui sont au niveau des communes, et il y a des policiers qui font des patrouilles et tout le reste, mais c'est insuffisant parce que une même zone qui est cambriolée plusieurs fois, une même maison qui est cambriolée plusieurs fois, cela pose un véritable problème. Quelle est la veille que fait la police républicaine afin de pouvoir patrouiller dans ces zones-là, afin de pouvoir, en tout cas, décerner ou bien identifier ces braqueurs-là, ces voleurs qui existent, parce qu'ils ne viendront pas toujours d'ailleurs. Et même s'ils venaient d'ailleurs, sûrement que dans ces zones d'où ils viennent, il y a une police républicaine qui est à ce niveau-là. Moi, j'ai eu beaucoup de cas de cambriolage ces derniers jours, et même après la période de la fête, il y a eu des cas récents que je connais et qui ont mis des populations en difficulté. Il y a eu des cas de braquage des agents qui opèrent au niveau des agences de mobile money. On a eu ces cas-là. Il y a eu cas de braquage au niveau des maisons où des gens ont été tués, où les biens ont été emportés. Alors, donc, c'est une grande mission en réalité qui attend le nouveau directeur général de la police, sa mission qui est étroitement liée également à la mission de la NAM et en fusion avec la police républicaine pour limiter les cas de vol au niveau des cantines scolaires. Henri? Oui, vous avez bien fait donc de parler de crime, parce que il s'agit ici donc des vivres qui sont destinés à l'alimentation des enfants. Et il faut saluer le président Patrice Talon et son gouvernement qui ont pensé donc à réorganiser les cantines scolaires qui sont devenues aujourd'hui des exemples dans la sous-région. Et je me demande, les parents, même les autorités, parce qu'entre-temps, on avait cité même une autorité locale, communale, un CA qui était impliqué dans cette affaire-là, qui donc décide d'aller voler les vivres destinés donc à l'alimentation des enfants. C'est un crime, il faut le dire, il n'y a pas d'autre nom pour désigner ça, c'est un crime. Et la police républicaine doit réprimer ces gens-là. On travaille à mettre à disposition les vivres. La police républicaine, oui, on ne peut pas demander que la police républicaine aille surveiller comment vous appelez ça, les magasins. Non, mais que ceux qui sont habilités à le faire, le fassent. Et dès qu'on remarque que quelqu'un commet ce crime-là, qu'on le sanctionne avec la dernière rigueur. Vous vous rappelez que dans l'est de notre pays, il y a des autorités qui ont dévalisé tout un magasin et ils ont pris des sacs de riz, des sacs de maïs. Et c'est inadmissible qu'on arrive à ce niveau-là. Je me dis que le gouvernement fait des efforts. Au lieu d'accompagner ces efforts-là, on décide donc d'aller voler ces vivres-là. Et pour moi, je suis peiné donc de voir que ce sont les citoyens béninois qui sont impliqués dans ces crimes-là. L'autre chose que je souhaiterais aussi, c'est qu'on accompagne cette initiative du gouvernement, à part que le gouvernement envoie des vivres par le biais de l'ANAN. Il faut que les citoyens, les bonnes volontés, les personnes qui sont un peu nantis dans les localités peuvent également, vous pouvez vous lever, vous qui êtes la Carole, vous pouvez donc vous lever aujourd'hui, acheter un carton donc de poissons et aller donner ça aux écoles pour dire, bon, voici, je vous demande qu'on accompagne ça avec... Non, mais c'est pas ça. Pourquoi pas?
Oui, voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens c'est pas pourquoi on ne décide pas d'accompagner cette initiative-là qui aujourd'hui maintient les enfants dans les écoles. Dans Moi, j'ai les fait écoles, tout à fait. une descente dans une école à Cantine. J'ai vu combien de fois les enfants sont heureux de prendre ce repas-là. Et ça leur permet de ne pas faire des kilomètres pour rentrer, mais de rester dans les écoles, dans les classes et pour étudier. Et le résultat est là, on sait ce que ça donne. C'est vrai que tout ce qui se fait là, on doit avoir une idée de comment c'est géré également. Oui, et donc on ne peut pas aujourd'hui applaudir ceux-là qui volent, dévalisent les magasins. Je pense que il faut même prendre des dispositions pour sanctionner ceux qui font ces crimes-là, commettent ces crimes-là. Et pour moi, la NAN et la police doivent se donner la main, comme l'a dit Marc, pour qu'on n'assiste plus à ces crimes-là. Voilà. Voilà qui est dit. Et il y a eu même une décision dedans qui est très importante, c'est que la police aille faire, par exemple, des patrouilles inopinées au niveau de ces descentes inopinées, au niveau de ces écoles-là, afin de pouvoir s'auto-saisir des différents cas de malversation qu'il peut y avoir instantanés et de pouvoir les traiter le plus vite possible avec la diligence qu'il faut quand même, et que également les populations également collaborent pour pouvoir signaler en même temps s'ils ont eu des soupçons de cas de soustraction de vivres ou bien qu'ils ont remarqué que des gens ont pu avoir des sacs de riz peut-être ou bien des sacs de je ne sais quoi sur la tête à un moment donné ou soustrait. On les voit dans le quartier peut-être à une heure indue, on peut les interpeller, on leur dit mais ça vient d'où, vous venez d'où comme ça, et pourquoi pas interpeller la police ou qu'on puisse faire des enquêtes pour voir de façon claire où on en est en réalité. Oui, je pense que maintenant qu'ils ont impliqué la police, ça va régler un peu le problème parce que c'est qu'il y a une cellule de la présidence qui descend très souvent dans les écoles pour le contrôle. Mais il faut dire que dès que cette cellule-là... Dans les écoles, dans toutes les structures étatiques qui le font. Même au niveau de la police, il y a des cellules de la présidence qui descendent au niveau des commissariats d'arrondissement et autres pour faire des contrôles réguliers. Oui. Maintenant, il y a un problème qu'il faut régler également. Dès que la cellule est dans une école A, il n'y a que quelqu'un de l'école A là appelle l'autre de l'école B pour dire écoute, j'ai des gens qui sont dans mon école et donc il faut déjà mettre ces choses à jour. Et donc on se passe des informations. Mais ce qu'on dit ici, ce qu'on propose ici, pour arrêter la saignée véritablement, il faut que ce soit des descentes inopinées, que le commissaire de la localité descende au même moment. Et ça fait partie des missions qui leur sont confiées. Ça va régler le problème. Parce que, oui, il doit y avoir forcément des gens qui continuent toujours, comme l'a dit Marc, de soustraire donc, les vivres, ces vivres-là pour aller à la maison. Alors que, quand vous prenez bien l'huile qui est destinée donc à préparer à la cuisine aux enfants, c'est différent. Hein? La qualité, ce n'est pas la même chose que ce que nous achetons. Et également, le riz, quand vous préparez le riz, quand on prépare... Moi, j'ai fait une petite enquête autour de cette affaire-là pour dire comment les gens peuvent reconnaître, par exemple... Je pensais que vous êtes allé manger à la cantine scolaire des enfants. Non, j'ai fait un travail à l'école Fandi, où je suis allé, oui. Quand vous voyez, les grains ne sont pas les mêmes, la qualité, ce n'est pas la même chose. Donc, les populations peuvent déjà arriver à savoir que, oui, ce que vous préparez là, ce n'est pas le riz ordinaire, mais c'est le riz de cantine scolaire. Et dénoncer. Maintenant, quand c'est un parent, comment arriver à dénoncer? Peut-être qu'il faut mettre également... Merci. On n'est pas suivi nos voisins pour voir quel type de riz. Les femmes des enseignants... Pourquoi pas l'odeur? Vous n'avez pas fait l'étude sur l'odeur de ces Non, je n'ai pas pu. Merci Henri, merci Marc. Je n'ai pas pu.